Mise en garde. Dans cette vidéo, je vais proposer des faits documentés qui peuvent déranger. Je suis ouvert à la discussion polie dans les commentaires, mais j'effacerai systématiquement tous les messages d'insultes. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du Daredevil de Wallace Wood. Pour une raison qui m'échappe, la plupart des fans français de comics savent que Steve Ditko et Jack Kirby ont eu des problèmes avec Stan Lee, mais ils ignorent qu'un autre artiste tout aussi talentueux, Wallace Wood, a eu les mêmes démêlés avec le rédacteur en chef de Marvel. Laissez-moi vous en parler. Avant d'entrer dans le vif du détail, il faut un petit historique de la genèse de Daredevil. Martin Goodman, qui était à la tête de Marvel à l'époque, a pris un beau jour que la licence de Daredevil était disponible. Daredevil, personnage créé par Jack Binder pour New Legion Publication. Donc Goodman a appris que cette licence était disponible et il demanda à Stan Lee, son neveu, de créer une série utilisant le nom de son personnage. Lee commença par contacter Steve Ditko en lui demandant de créer un personnage similaire à Spider-Man, mais Ditko refusa le projet par manque de temps. Lee embaucha alors Bill Everett pour dessiner les aventures du personnage Daredevil sur un concept créé par Jack Kirby. C'est Kirby qui créa le costume Limit Catcher de Daredevil à l'origine, donc jaune, noir et rouge. Mais Bill Everett modifia celui-ci. On ne connaît pas exactement les détails, mais entre ce que Kirby avait inventé et ce qui a été publié, on sait que Bill Everett a fait des modifications. Dans Marvel Masterworks 17, Daredevil, Stan Lee a dit et a été traduit dans Strange Spécial Origins 142 bis, je cite, ouvrez les guillemets avec des pincettes, « J'ai lu jadis des histoires policières dont le personnage principal était un détective aveugle, Duncan MacLean. Un aveugle détective. Pourquoi pas un super-héros aveugle? L'idée m'enthousiasma. » Donc Stan Lee a prétendu avoir eu l'idée de faire un super-héros aveugle, et c'est difficile à croire, quand on sait que, alors que Stan Lee n'avait aucun malvoyant dans ses proches, la fille de Bill Everett, elle, était aveugle. Et je présume que vous connaissez l'adage, on ne parle bien que de ce qu'on connaît. De plus, Wendy Everett, la fille de Bill Everett donc, a donné à Tomorrow Publishing une interview pour leur magazine Comic Book Artist numéro 2. Dans laquelle elle dit « Mes parents et leurs amis créaient de nouveaux personnages de comics. J'adorais quand mon père s'asseyait avec moi et commençait à me parler des personnages. Je me rappelle très clairement de Daredevil. Nous avons parlé tous les deux de ce qui lui arriverait, de ce que son handicap tragique pouvait être, et comment il l'obtiendrait. S'il devait être un docteur ou pas. Je crois qu'au final, il est devenu un avocat. S'il devait être aveugle ou pas. J'ai toujours été légalement aveugle en portant des verres correcteurs. Parce que je n'ai jamais été capable de voir correctement, mon ouïe est très développée. Quand quelqu'un vient vers moi, je sais toujours de qui il s'agit. » On a utilisé cette information et on a commencé à extrapoler. Il n'y avait pas de séparation entre la vie professionnelle et la vie privée. Tout ce qui arrivait dans l'une était continuellement utilisé dans l'autre. Au vu de ces informations, il est donc plus que vraisemblable que la cécité du héros provienne de Bill Everett et non pas de Stan Lee. Bill Everett avait travaillé plusieurs années plus tôt pour Goodman sur le personnage de Namor Submariner, personnage qui a été créé pour une autre maison d'édition mais que Goodman publia pour sa compagnie Timely Comics, ancêtre de Marvel. Submariner avait été publié dans Marvel Comics numéro 1 avec Captain America de Kirby et Simon et The Human Torch de Carl Burgos. Durant les années 50 et 60, Everett continua à produire des aventures de Namor et d'autres comics pour Goodman, travaillant de temps à autre avec Stan Lee, avec qui il créa notamment le personnage de Simon Garth, Zombie. Les débuts de Everett sur Daredevil furent très difficiles, et il remit ses pages, donc du premier épisode, très en retard. D'après Everett, la cause en était qu'il travaillait 4 heures par jour dans une usine, et qu'il avait beaucoup de mal à se concentrer sur dessiner des comics quand il rentrait de son travail. Tu m'étonnes, 14 heures par jour, waouh. Everett dira plus tard, dans une interview publiée dans Alter Ego, le magazine de Roy Thomas, publié par Tomorrow Publishing, « Nous avons essayé de créer Daredevil lors d'une conversation téléphonique. Stan Lee avait cette idée concernant le personnage. Il croyait avoir une idée. Mais un coup de fil longue distance pour créer un concept n'était pas une bonne solution et nous n'arrivions à rien. J'ai alors décidé de descendre à New York pour qu'on puisse en discuter en tête-à-tête. Toujours concernant ce premier numéro, sa couverture et sa première page furent dessinées par Steve Ditko et Sol Brodsky, le production manager, qui s'appuyèrent sur des dessins de préparation de Jack Kirby. Les deux artistes en créèrent également de nombreux décors de ce premier épisode. Everett ne pouvant assurer la sortie mensuelle de la série, Stan Lee essaya de le remplacer avec Joe Orlando, ancré par Vince Colletta, puis réussit un coup de maître en arrivant à s'attacher à Hollywood à partir du 5e numéro. Monsieur Wallace Wood
est connu sous le nom de Wally Wood. Mais il paraît qu'il détestait ce surnom. Par contre, il est très souvent signé sous le nom de Woody. Et donc, par respect, je vais maintenant l'appeler Woody pour tout le reste de cette vidéo. En 1948, Woody commença à travailler pour Will Eisner sur les décors de sa série du Spirit. C'est à partir de 1950 quand son travail pour des histoires de science-fiction publiées dans les EC Comics commença à attirer l'attention. Il faut savoir que Wood est l'artiste qui créa visuellement les martiens au cerveau géant enfermés dans des bocaux, et il fit des esquisses pour la série des cartes à jouer Mars Attack. Son expérience en tant que parachutiste durant la Seconde Guerre mondiale lui permet de dessiner des intérieurs de carlingues de vaisseaux spatials criant de vérité. Bref, jusqu'en 1967, Woody était l'artiste de science-fiction par excellence, même s'il travaillait également dans d'autres genres, comme la romance, le western, la guerre, etc. pour les EC Comics. Il toucha également à l'horreur pour Warren, notamment, avec Eerie, Creepy, Vampirella, puis plus tard à l'espionnage avec Thunder Agents pour Tower Comics, et les aventures dans la jungle avec Jungle Jim pour Charlton. En 1966, Wood publia lui-même le magazine satirique Whitson, dont il s'occupa jusqu'au 4e numéro, avant de passer le relais à un autre éditeur. Wood était donc un artiste accompli, pouvant aussi bien dessiner, ancrer, mettre en couleur et faire le lettrage, qu'écrire un scénario et des dialogues, et il était également un éditeur. Artiste à l'imagination débordante, son talent s'exprimait aussi bien dans un style réaliste que dans la caricature, dans l'horreur que dans l'érotisme, voire dans la pornographie. Mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est son travail sur les super-héros, et plus particulièrement sur Daredevil pour Marvel. Après des débuts laborieux, tout d'abord avec Bill Everett puis avec Joe Orlando, la série Daredevil était sur le point de fermer la porte, aux alentours de son 4e numéro, quand Stan Lee réussit à convaincre Wallace Wood de travailler sur Daredevil. À l'époque, Wood voulait arrêter de travailler pour Mad et chercher d'autres éditeurs. Stan Lee profita de l'aubaine, car le nom de Wallace Wood était connu et reconnu dans toute la microsphère des strips et des comics. Voici quelques chiffres, pour que vous compreniez mieux ce que Wood représentait pour l'industrie des comics. En 1952, Wood travaillait uniquement pour EC Comics, qui le payait 50$ par page, à comparer avec les 15-20$ payés par les autres éditeurs. Il dessina, ancra et scénarisa 7 pages pour Twisted Tale 27. Il fit la couverture et une histoire en 7 pages pour Shock Suspense Story 3. Il fit une histoire en 6 pages et une autre en 8 pages pour Weird Fantasy 13. Il fit une couverture, une histoire en 8 pages et une autre en 6 pages pour Weird Science 13. Et bien sûr, 4 fois 8 pages pour le strip journalier The Spirit. Cela représente 76 pages, soit 38 par mois. À l'époque, Woody était une machine inarrêtable. En ce qui concerne Daredevil, Wood scénarisa, dessina, ancra les comics 5 à 7, mais il ne fut pas crédité pour les scénarios. Il ne fut pas crédité non plus pour le changement de costume, rouge, ni pour le lasso canne, qu'il transforma de simple bâton en un grappin qui permettait à Daredevil de se déplacer comme le faisait Batman. C'est ce fameux numéro 7 qui définit le personnage de Daredevil pour toutes les années futures. Définition qui est encore d'actualité de nos jours. Woody a fait de Daredevil un héros qui ne renonce jamais, quelle que soit l'adversité à laquelle il est confronté. Même s'il est complètement surclassé, que ce soit ici avec Namor, ou bien des années plus tard avec le numéro 163, quand il affronte Hulk. Le but du jeu n'est pas de vaincre son adversaire, mais de ne pas refuser le combat. Woody créa également le double logo DD sur la poitrine. Il créa également plein de petits gadgets électroniques qui étaient très tendance à l'époque, même s'ils ne furent pas retenus par les autres scénaristes ou dessinateurs. Par exemple, dans les numéros que Wood scénarisa et dessina, Daredevil avait des petites antennes cachées dans les cornes de son masque. Le fait qu'il ne soit pas crédité énerva beaucoup Wallace Wood, qui trouva complètement injuste qu'ils doivent scénariser et dessiner, mais ne soient payés que pour les dessins. Après de longues discussions avec Stan Lee, Woody finalement reçut des crédits pour les numéros 8 à 10 en tant que scénariste, mais Stan Lee lui en voulut tellement de lui renforcer la main qu'il le ridiculisa injustement dans les crédits et dans le courrier des lecteurs. Ce qui fit que Wood quitta la série au numéro 10 sans écrire les scénarios du numéro 11, laissant Stan Lee se dépatouiller tout seul avec l'écriture des dialogues. Suite à ce coup d'éclat, Woody ne trouva plus de travail en tant que dessinateur pour Marvel, uniquement en tant qu'encreur, au mieux.
On peut voir le travail d'ancrage de Woody sur Avengers 20 à 22, Captain America 127 et Tales of Suspense 71. De son passage chez Marvel et de sa collaboration avec Stan Lee, Woody dira bien plus tard, lors d'une interview avec Marc Evanier, publiée dans The Life and Legend of Wallace Wood, volume 1, et reprise dans The Comic Journal. J'ai pris du plaisir à travailler sur Daredevil avec Stan Lee. Si ce n'est, pour tout petit détail, je devais créer l'histoire complète. J'étais payé pour la dessiner, il était payé pour l'écrire, mais il n'avait aucune idée. Lorsque je venais dans son bureau pour discuter d'idées, de scénarios, on se regardait en chaîne faïence, de part et d'autre du bureau, jusqu'à ce que je propose une ligne directrice pour l'histoire. Ça me donnait le sentiment que j'écrivais le script, mais que je n'étais pas payé pour l'écrire. Evanier interjecte. Si je me souviens bien, vous avez écrit un script. Oui, un, pour le numéro 10. Je l'avais convaincu de me laisser l'écrire puisque j'en écrivais déjà 99%. Je l'ai écrit, je lui ai remis, et il m'a dit que c'était sans espoir. Il m'a dit qu'il allait devoir le réécrire entièrement, et qu'il écrirait l'épisode suivant tout seul. Je lui ai dit très bien, mais je ne pourrais pas contribuer à son script si je n'étais pas payé pour le faire. Stan m'a dit qu'il verrait ce qu'il pourrait faire, mais après ça, je n'ai plus que des boulots d'ancrage. Et Bob Powell s'est retrouvé le dessinateur attitré de Daredevil. Finalement, j'ai vu Daredevil 10 à sa sortie, et Stan Lee avait changé en tout et pour tout 5 mots. C'est moins que ce que fait d'habitude un rédacteur. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Malgré ce qu'il a pu dire durant cette interview, Woody a très mal vécu son expérience avec Stan Lee. Tellement mal qu'en fait, il a écrit un peu plus tard un pamphlet qu'il a publié qui s'appelle What Makes Stans Run, dans lequel il dit que Stan Lee n'a aucun talent si ce n'est celui de s'approprier les crédits des autres. Il avait la dent dure. Wally Wood est le premier artiste fameux à avoir claqué la porte suite à la politique de Stan Lee, qui non seulement ne créditait pas l'artiste qui faisait le travail, mais qui se faisait payer pour le travail que l'artiste faisait, à savoir écrire le scénario. Après Wood, il y eut la même polémique avec Steve Ditko et Jack Kirby. Tous les deux n'obtenant au mieux que des crédits de co-scénaristes ou de co-créateurs pour quelques épisodes, alors qu'ils avaient travaillé sur ces séries pendant des années. Séries dont en fait donc Stan Lee se contentait de réécrire les dialogues, parce que les dialogues étaient fournis par le dessinateur. En plus de faire le dessin, le script, ils écrivaient aussi donc dans les marges, ou dans le cas de Steve Ditko, sur une feuille de papier à part, tout ce qui se déroulait sur la page. Au cas où ça ne serait pas suffisamment clair avec les dessins, Stan Lee avait un petit pense-bête, si on peut dire. A savoir que Wallace Wood discutera avec Steve Ditko et Jack Kirby, leur proposant d'aller travailler tous les trois ensemble pour un autre petit éditeur. Steve Ditko était au début d'accord, et il quittera Marvel peu après le départ de Wallace Wood, mais Jack Kirby lui changera d'avis, car il se dira qu'en fait, à l'époque, Marvel était le seul à pouvoir lui fournir la rentrée d'argent suffisante pour élever sa famille. Mais avant ces trois artistes, donc très célèbres, il y eut un autre grand nom du comics, Dick Ayers, qui est connu des lecteurs français comme étant l'encreur de Jack Kirby sur les 4 Fantastiques. Dick Ayers a eu lui aussi maille à partir avec Stan Lee. Avant d'écrire Kirby, Ayers a fait beaucoup d'histoires de guerre, de western pour Marvel et puis pour d'autres éditeurs. Ayers a été blacklisté par Stan Lee afin que celui-ci n'ait pas à lui payer ses scripts ou à ne pas lui payer des droits sur les réimpressions que Marvel faisait. Ayers découvrit le poteau rose en discutant une fois avec Neil Adams. Ayers, à l'époque, travaillait en tant que gardien de nuit et survivait difficilement. Adams facilita une interview avec le rédacteur Joe Orlando chez DC. Joe Orlando donc interviewa Dick Ayers pour un boulot de dessinateur. Et Joe Orlando, durant l'interview, lui dit « Mais c'est bizarre, tu as l'air d'aller bien. Pourtant, il disait que tu étais malade. » Eux, c'est Marvel qui avait courir le bruit que Dick Ayers avait une crise de nerfs et ne pouvait plus travailler en tant que dessinateur de comics. Tout ça parce que Dick Ayers a demandé à être crédité pour ses scripts sur Sergent Fury, puis à être payé des royalties sur les réimpressions que Marvel faisait de ses comics. Marvel publiant un mois un nouveau comics et un mois une réimpression. Ce qui fait que donc, il n'était payé que 6 mois dans l'année. Ou en tout cas, 6 épisodes dans l'année. Alors qu'il y avait 12 épisodes qui étaient publiés avec son nom dessus. C'est cette histoire en fait qui m'a fait prendre conscience du travail de lutte sociale engagé par Neil Adams pour défendre ses collègues artistes. J'avais bien entendu parler de ce qu'il avait fait pour les créateurs de Superman, mais ça restait plutôt abstrait dans mon esprit,
Peut-être parce que je n'ai jamais été un vrai fan de DC, et donc ça me touchait nettement moins. Mais cette histoire entre Ayers et Marvel, et surtout donc Ayers et Stan Lee, ça a été un véritable choc. Surtout pour le rôle tenu par Stan Lee. Si vous voulez plus de détails, je vous conseille le 3e tome des mémoires de Dick Ayers, et où I Had to Live with This Guy. Stan Lee avait 2 visages. Il y avait sa image publique, de mec sympa, un peu dans la lune, qui oubliait tout. Et puis la version professionnelle qui faisait tout ce qui était possible pour gagner le maximum d'argent au détriment des artistes avec qui il travaillait. Roy Thomas, quand il prendra la relève de Stan Lee en tant que rédacteur en chef de Marvel, s'y essaiera aussi, se mettant au dos de grands noms comme Barry Windsor Smith et Neil Adams. Mais ceci est une autre histoire que je vous raconterai dans une autre vidéo, si ça vous intéresse. Dites-moi dans les commentaires. En attendant, pour ceux qui comprennent l'anglais, le duo de choc des cartoonistes Kefebe avait fait une vidéo sur donc, les relations entre Wallace Wood et Stan Lee. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Personnellement, je regrette d'autant plus le traitement que Wood a subi, car en juste une demi-douzaine de numéros, il a complètement révolutionné Daredevil et l'a mis sur des rails qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Il y a de nouveaux costumes, des accessoires qui sont toujours d'actualité, et des méchants inoubliables comme les Animen et l'homme aux échasses. Quoique ce dernier, bon, c'est pas le plus marquant. Où aurait-il emmené Tête à Corne s'il était resté plus longtemps sur la série? Ces 5 épisodes ont une ambiance à nul autre pareil dans tous les comics Marvel de l'époque. Notez que lorsqu'un nouveau dessinateur était généralement embauché par Marvel, Jack Kirby dessinait des esquisses de la série, enfin de l'épisode, et le nouveau dessinateur donc repassait par-dessus ces esquisses. Ça permettait au dessinateur de comprendre la méthode Marvel, ce que Stan Lee a également appelé le style Marvel. Et quand on regarde les crédits, ils sont trompeurs. Parce que, bon, non seulement donc je ne reviendrai pas sur le coup des scénarios, mais il est indiqué donc qu'il y a un dessinateur et un encreur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Wally Wood faisait des esquisses. Ces esquisses étaient finalisées par son assistant, et ensuite l'assistant redonnait les dessins finalisés à Wally Wood, qui les ancrait. Donc ça donnait Wally Wood, assistant Wally Wood. Alors que lorsqu'on regarde les crédits, on a l'impression que c'est vraiment une personne qui fait les dessins, une autre personne qui encre. Non seulement le style artistique de Woody est différent de celui de Kirby, mais la narration visuelle est également très différente. Wood est quelque part plus sage que Kirby, il utilise moins de gros plans, il n'y a pas l'exagération, la déformation des corps pour laquelle Kirby est célèbre, mais pourtant les histoires de Wood sont toujours très dynamiques. Les 2 artistes utilisent des cadrages cinématographiques pour raconter leurs histoires, mais là où Kirby exprime des émotions, principalement, Wood reste beaucoup plus académique, à la fois dans sa représentation des corps humains et dans sa narration visuelle. Notez que Wood est un fan du clair-obscur, technique popularisée par le Caravage, technique qui a été reprise principalement pour raconter des histoires de détectives privés avec les noirs et les blancs très contrastés. Wood n'hésite pas à utiliser cette technique dans les épisodes de Daredevil, pavant le chemin pour Frank Miller avec 30 ans d'avance. Et juste pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, on dit souvent que Jack Kirby a créé le genre super-héroïque, en tout cas tel qu'il est connu encore de nos jours. Ce qui est vrai, mais c'est Woody qui a donné ses lettres de noblesse aux comics, faisant passer ce média de la catégorie réservée aux enfants à la catégorie pour tout public, grand et petit. Il est d'ailleurs intéressant de noter que lorsqu'on a demandé à ces 2 artistes quel était l'artiste qu'ils préféraient, ils ont tous les 2 cité l'autre. Comme vous avez pu le constater, cette vidéo ne fait qu'effleurer la production de Woody, qui durant 40 ans de carrière a touché tous les genres, avec quasiment tous les éditeurs, depuis les comics indépendants au mainstream, depuis les comics pour enfants au porno, en officiant à tous les postes, depuis encreur de décor jusqu'à éditeur de magazine. Une carrière exceptionnelle pour un artiste qui n'était pas moi. J'espère vous avoir donné envie d'en découvrir plus sur son sujet. En parlant de cela, il existe de très nombreux ouvrages en France et aux USA, soit réimprimant ces séries, soit le présentant lui. Je ne suis pas intéressé par les réimpressions en couleur, mais je vais vous présenter quelques recueils de ces réimpressions en noir et blanc. IDW a publié 2 ouvrages spécifiquement sur cet artiste. L'un d'entre eux, c'est le portfolio sur Thunder Agent,
Il est relativement facile de le trouver sur eBay à un prix raisonnable. Le portfolio est composé de 18 planches provenant de plusieurs épisodes de la série Thunder Agent. Il s'agit des histoires d'un groupe de gens ordinaires travaillant pour l'ONU et qui ont des histoires à Nick Fury, agent du SHIELD, et de The Man from U.N.C.L.E., les agents très spéciaux en VF. Et puis il y a un artiste édition qui est épuisé depuis belle lurette. IDW devait publier une réimpression fin 2024, malheureusement ça ne sera pas le cas. La bonne nouvelle, c'est que ça sera publié soit en 2025, soit en 2026 par Scott Dunbier. Monsieur Dunbier a quitté IDW, mais il a décidé de créer sa propre boîte de publication. IDW n'a pas les droits de publier du Wallace Wood. C'est Scott Dunbier qui a le contrat avec les ayants droit de Wallace Wood. Et donc, c'est... En fait, pour la petite histoire, si le contrat de Scott Dunbier avec IDW était cassé, pour quelque raison que ce soit lui qui quitte ou qu'il meure, eh bien, IDW n'avait pas le droit de publier quoi que ce soit de Wally Wood. C'est une clause du contrat entre Scott Dunbier et les ayants droit de Wally Wood. Le monde impitoyable des comics. Donc, il y aura une réimpression du Artist Edition de Wally Wood, réimpression qui va être agrémentée, je crois, d'une histoire complète de 12 pages. Je vous en reparlerai dès que j'aurai mis les mains dessus. Le catalogue édité en 2020 par Angoulême, Les Mondes de Wallace Wood, il est toujours disponible sur le site de l'éditeur. Il est non seulement très beau, mais il est également très bien fait. S'il y a un seul catalogue ou un seul livre sur Wallace Wood que vous voulez ou que vous devez posséder, c'est celui-ci. Il contient une présentation de Wood et de nombreuses reproductions de planches originales. J'ai toujours ce superbe album publié par Xanadu en 1982. C'est l'une des rares traductions françaises que j'ai conservées durant toutes ces années avec moi. Il s'agit d'un album regroupant certains des épisodes de SF les plus célèbres publiés par les EC Comics. Et il y a naturellement des histoires dessinées par Woody. Je pense que mon attrait pour les EC Comics, et particulièrement pour leur version en noir et blanc, vient des multiples lectures que j'ai faites de cet album quand j'étais adolescent. Il existe aussi plusieurs livres du type The Art of Wallace Wood. Voici ceux que je possède. Wally Wood Sketchbook. Un format souple assez laid. Je veux dire que la mise en page est moche et rend le texte difficile à lire, mais qui contient principalement des croquis et esquisses de Wood, ce qui le rend très intéressant, surtout qu'il est facilement trouvable à petit prix. The Life and Legend of Wallace Wood, volumes 1 et 2. Ce sont des très beaux livres, bien faits, mais qui coûtent la peau des fesses. Donc, à réserver aux plus fortunés ou aux plus amateurs d'entre vous. Pour ceux d'entre vous qui lisent l'anglais, j'ai mis des liens dans la description de la vidéo pour des blogs que j'ai utilisés pour faire cette vidéo. Toujours en anglais, toujours dans la description de la vidéo, je vous ai mis des liens pour des groupes Facebook, où il est très intéressant de pouvoir échanger avec des fans de Wallace Wood. Je vous laisse avec les recommandations habituelles. Merci de laisser un pouce bleu, de vous abonner, de partager la vidéo. Lisez plein de comics avec des héros en costume rouge, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.